je vous donne la parole à... Alors j'ai oublié que le professeur Smelé est aussi membre de notre conseil scientifique. Je lui donne la parole. Ça paraît soit en arabe, soit en français, nous allons le rater. Hein? J'ai trouvé un compromis. Ou les deux. Ou un compromis, les deux. كان مساء الخير اولا وشكرا على الحضور وشكرا سعيد جدا بالمشاركه في هذا النقاش حول المنظومه التربويه بالمغرب. كان نقاش مع الصديق استاذ حسن على قضيه اللغه، فرأيت انه يكون التقديم بالعربيه وانا ساقدم بالفرنسيه، ثم النقاش حر بطبيعه الحال حسب اللغه اللي un compromis linguistique. En attendant mieux, parce qu'on résoudra le problème un jour. Je suis là en tant que, en fait, pas seulement spécialiste en éducation, mais en tant que membre du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Je ne suis pas membre du Conseil, parce que le Conseil que vous connaissez, qui a été, comme vous savez, créé par, d'abord, c'est une instance de la Constitution, une des instances de la Constitution, dans le cadre du titre concernant la bonne gouvernance. Il est un des conseils pour la promotion du développement humain et durable et pour la démocratie participative. Il a été créé donc au terme de cet article 168. Et la loi du 16 mai 2014, donc qu'il a promulguée, qui la mise en vigueur. Donc le conseil en fait comprend deux parties. Rapidement je parle du conseil avant de parler de la stratégie elle-même. Deux parties, il y a la partie membre du conseil dont il y a 20 experts qui ont été nommés par le roi. Il y a ceux qui sont escalités comme les ministres chargés de l'éducation. Il y a des représentants de syndicats, de catégories d'enseignants, d'éducateurs, tous les opérateurs, des représentants de parents d'élèves, et des représentants de la société civile, et des élèves et des étudiants. Ça, c'est la partie membre du conseil. Et puis, la partie que nous appelons Technostructure, qui fait partie, qui est en fait l'administration du conseil, où il y a essentiellement deux instances liées au métier de l'éducation. Il y a l'instance nationale d'évaluation, que préside Mme Rahma Boukia, et il y a le pôle études, recherche et appui aux instances du conseil, que je dirige, que j'ai vraiment dirigé au sein du conseil. Voilà, donc ça c'est la partie conseil et la partie technostructure. Le tout est présidé évidemment par le professeur Omar Aziman, que Sa Majesté a nommé d'abord président délégué de l'ancien Conseil supérieur de l'enseignement, qui a été dissous, et il a été nommé en août 2014, en juillet 2014, pardon, comme président du Conseil supérieur de l'éducation. C'est très important de savoir qu'on est passé d'un Conseil supérieur de l'enseignement à un Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. C'est-à-dire que le nouveau Conseil s'est vu cette révolution élargie, pas seulement l'enseignement, mais tout ce qui concerne l'éducation dans sa globalité et à tous les niveaux de l'éducation. Ceci est très important à savoir parce que ça nous a du coup donné la possibilité de travailler à un certain nombre de... Je n'arrive pas à voir ce qui se passe là. Excusez-moi une seconde, il y a un petit problème technique. Donc je vais vous présenter, si vous voulez, en quelques minutes, la vision stratégique que nous avons, à laquelle nous avons réfléchi pendant un an, et qui est prête maintenant, qui a été présentée, comme vous savez, à Sa Majesté en mai dernier, et qui a été adoptée au plus haut niveau de l'État, et donné on a vu ça au niveau de la séance de présentation de la vision stratégique, a été donné au chef du gouvernement, c'est-à-dire au chef de l'exécutif, pour dégager à partir de la vision un certain nombre d'actions pratiques
pour passer à la mise en œuvre. Donc cette vision stratégique a, si vous voulez, 4 piliers essentiels qui sont la boussole, si vous voulez, de notre vision. D'abord, l'équité et l'égalité des chances, premier pilier important. Deuxième pilier, la qualité pour tous, parce que, comme vous savez, il y a eu une action importante au niveau de la généralisation de l'enseignement. On est arrivé à un niveau honorable de la généralisation. On est quasiment à 100% au niveau de la généralisation, mais évidemment, la qualité a souffert. Et donc, nous voulons que la qualité pour tous, pas seulement pour certains, parce que le professeur Lazane a parlé de l'enseignement privé, de l'enseignement des missions, ben, on ne veut pas qu'il y ait la qualité uniquement de ce côté-là, quoique là aussi c'est un peu contestable, parce que pas tout à fait ce que nous souhaitons comme qualité, mais enfin, on ne veut pas que cette qualité soit discriminatoire et qu'elle soit réservée à une petite partie de la population marocaine, c'est-à-dire aux alentours de 10%. Sur les 8 millions d'enfants scolarisés, à peu près 10% fréquentent l'école privée ou l'école des missions. En tout, ça ne dépasse pas 10%. Et donc ça fait évidemment une discrimination importante qu'on a retrouvée dans un certain nombre de rapports internationaux, notamment le dernier rapport des Nations Unies à Genève, lorsque Madame la ministre des Affaires sociales a été pour la conférence de Genève, on lui a posé la question justement à propos du rôle du renseignement privé dans la discrimination sociale que connaît le pays. Et donc, évidemment, c'est une épine dans le système. Pardon, je n'ai pas... Donc, deuxième, on a l'équité et l'égalité des chances, la qualité pour tous. Troisième élément important, pilier structurant, c'est la promotion individuelle et sociétale. Vous savez que jusqu'à la mi des années 80, le système éducatif fonctionnait encore comme ascenseur social, c'est-à-dire quelqu'un qui venait d'une région lointaine, d'une région enclavée, qui a la chance de suivre ses études jusqu'au bout, pouvait connaître une ascension sociale grâce à l'école. Cet ascenseur social en ce moment est en panne. Comme vous savez, on ne peut pas dire qu'actuellement l'école publique aide à grimper l'échelle sociale. Bien, on souhaite que cet ascenseur se remette en marche et que l'école publique marocaine redevienne une occasion pour les citoyens marocains de connaître un progrès, une promotion sociale. Quatrième élément important, et c'est un élément qui était absent de la charte, je vais parler un petit peu de la charte tout à l'heure. Le quatrième élément, c'est un leadership efficient et une gestion novatrice et efficace du système. Et là, c'était le point faible. On a parlé tout à l'heure des différentes réformes. Le Maroc a connu une série de réformes concernant l'éducation et souvent ces réformes n'ont pas donné le résultat escompté. Et pour la charte spécialement, la charte a été, comme vous savez, réfléchie et produite et élaborée par une commission spéciale, la COSEF, qui a travaillé pendant des mois sur le projet. La charte a vu le jour, elle a eu le consensus national et on a considéré que la décennie 2000-2010, une décennie de l'éducation nationale où la question de l'éducation allait être la première question nationale après la question territoriale. Eh bien, on a fait une évaluation de cette décennie. Déjà en 2005, lorsque M. Wilfred était encore en vie, c'était une déception. On a vu que même pas 30% de ce que préconisait la charte était réalisé. On a fait une deuxième évaluation en 2008. Il y a un rapport qui est sorti, qui était très négatif également. Et on a le nouveau conseil, le Conseil supérieur de l'éducation, a élaboré également un troisième rapport analytique de la mise en œuvre de la charte de 2000 à 2013. Et on a vu aussi là encore qu'il y avait beaucoup de
deux points. Et la raison, enfin il y a deux ou trois raisons que je peux vous citer très rapidement. La première, c'est que la charte était prévue comme une réforme d'ensemble. C'est-à-dire que ce n'était pas une réforme par petits bouts ou une réforme sectorielle. C'était une réforme d'ensemble et de tout se tenait. Malheureusement, ce qui est arrivé au niveau de tous les ministres successifs qui ont eu l'éducation en charge pendant cette période, c'est chacun l'a prise un bout et n'ont pas du tout vu l'aspect global de la charte. C'était un point important de l'échec de la charte. Deuxième point, c'est que la charte n'avait pas de dimension juridique, de dimension législative. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une loi qui présentait la charte, qui portait la charte. Et donc, on n'avait pas cette dimension de contrainte que porte la loi. Et donc, évidemment, chacun surtout les opérateurs, notamment les ministres, chacun l'a approché comme il voulait. Et le résultat était... Bon, il y a eu en 2012 une tentative de rattraper le retard avec le plan d'urgence, et vous avez su à travers les médias et à travers les rapports ce qu'est devenu ce plan auquel on avait réservé un budget important, quelque chose comme 47 milliards, et malheureusement, là encore, il n'y a pas eu l'effet voulu, le résultat voulu. Un problème. Bien, de quoi il s'agit? Quand on parle de vision stratégique, quelle est la nature de cette vision? En fait, la vision se veut, c'était le terme utilisé par le roi lors des discours où il a parlé de ces stratégies, une espèce de feuille de route pour réformer, donc pour apporter une réforme radicale au système éducatif, une feuille de route qui devait prendre en charge la période, une période assez longue, une période de 15 ans, 2015-2030. Pourquoi cette période de 15 ans? Parce qu'on avait considéré que c'était suffisant pour pouvoir suivre déjà une cohorte qui entre en CP, finit en 12 ans l'enseignement scolaire, plus 3 ans, ça fait à peu près la fin de l'enseignement moyen de l'enseignement supérieur. Deuxième point important concernant la nature de cette vision, c'est qu'elle présente une conception, une vision du projet sociétal concernant l'éducation. Il n'y a pas seulement, c'est pour ça qu'il y a les 3 piliers dont j'ai parlé, il n'y a pas seulement une réforme de programme, mais une approche globale, une approche qui porte un projet sociétal du présent et de l'avenir du système éducatif, à laquelle ont contribué de manière ou d'une autre tous les opérateurs de l'éducation. Troisième idée importante, et c'est pour justement parer au déficit de la charte, on insiste encore une fois sur l'aspect global, l'aspect global de la réforme qui concerne toutes les composantes de la réforme. La vision stratégique ne s'intéresse pas, n'a pas disons, suivi une segmentation par niveau de scolarité, par exemple, mais il a surtout approché par une vision transversale de l'ensemble du système. C'était important parce que malheureusement, dans notre pratique de ces décennies, c'est qu'il y a une segmentation. Il y a d'abord, quand on s'occupe de l'enseignement scolaire, on laisse tomber l'enseignement supérieur. Quand on s'occupe de l'enseignement supérieur, on ne s'occupe pas de l'enseignement primaire, etc. Lorsqu'on s'occupe de la formation professionnelle, on oublie le reste. C'est-à-dire qu'il y a un cloisonnement. Et ce cloisonnement, on va essayer de le briser, essayer de créer des passerelles, faire de telle sorte que le ministre qui s'occupe de l'éducation nationale prenne en charge l'ensemble de l'éducation nationale et non pas une partie ou une segmentation, ou un segment de l'ensemble. Les références essentielles de la vision sont d'abord la Constitution, puisque la Constitution de 2011
à plusieurs moments, parle de l'éducation, on va parler du projet sociétal. Il y a une annexe du projet sociétal de la Constitution, et à chaque fois, l'éducation est considérée comme un élément de base, et ce n'est pas pour rien qu'un Conseil supérieur d'éducation est prévu par la Constitution. Un certain nombre de discours religieux sont aussi notre référence, parce que le roi a commencé pendant une succession de discours, notamment à partir de 2012, il a été question de l'éducation. À chaque fois, il revenait à l'éducation pour soit parler de la situation actuelle, qui n'est pas une bonne situation, soit parler de l'avenir et de la possibilité d'apporter une réforme. Les conventions internationales, convention et charte internationale liée à l'éducation, à la formation et à la recherche scientifique. Les travaux du Conseil. Alors, il y a les travaux de l'ancien Conseil, parce que l'ancien Conseil a travaillé de 2006 à 2013, avec une période un petit peu creuse à la suite du décès du président délégué, Abdelaziz Mefré. Mais il a produit pas mal d'avis, pas mal de rapports sur l'enseignement, et ces rapports, on les a utilisés. On les a utilisés pour deux raisons. D'abord parce qu'ils sont importants, et puis parce qu'on avait fondé l'idée au sein du Conseil qu'il fallait lutter contre une culture malheureusement très présente dans notre pays, c'est la culture de non-capitalisation de ce qui précède. Souvent, et moi j'ai vécu ça personnellement, et beaucoup de responsables, à quelque niveau que ce soit, ont vécu cela, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a un successeur, il efface ou essaie d'effacer ce qu'a fait le prédécesseur. Et ça c'est très mauvais parce qu'on ne capitalise pas. Mais au niveau du Conseil, on s'était dit, là il y a un travail qui a été fait pendant presque 10 ans, il faut le capitaliser, et il faut... on a travaillé sur des rapports, effectivement, on avait beaucoup de temps. On avait beaucoup de temps parce que, par exemple, tout ce qui concerne le diagnostic, l'évaluation, ça a été déjà fait. Bon, on va faire un petit peu, mais on s'est beaucoup appuyé sur ce qui a été fait par le Conseil supérieur de l'enseignement. Quelles sont au niveau, si vous voulez, méthodologique, les principales caractéristiques de cette vision? D'abord, on a parti de l'idée, comme je vous ai dit, de raffermir les acquis et les faire évaluer. Il y a des acquis, par exemple, quand on parle de généralisation, bon, la généralisation est là, on ne peut pas le nier. Il y a une infrastructure, il y a des choses qui sont positives, donc on n'efface pas tout. Au contraire, les acquis, on les reconnaît et on essaie de les consolider. Et puis, quand il s'agit de pratiquer des coupures, on le fait. On n'a pas hésité à couper avec ce qui nous semble être mauvais ou à reconsidérer. Deuxième élément essentiel de cette méthodologie, c'est de considérer la classe comme le noyau dur de la réforme. On a souvent vu que la réforme s'arrêtait à la porte de la classe. Eh bien, on veut justement, on cherche à défoncer cette porte amicalement et pacifiquement, et être en sein de la classe pour voir un peu comment se passe un cours à quelque niveau que ce soit, quelle est la relation pédagogique, est-ce que cette relation est bonne, est-ce qu'il faut la réformer, etc. Quels sont les moyens mis à la disposition de l'enseignant, que fait le directeur de collège. Bon, j'étais récemment, parce qu'on a reçu au Conseil des Canadiens, et ils nous ont dit une chose affreuse, ils étaient tous d'accord là-dessus, ils ont dit, nous avons fait un grand tour dans les écoles marocaines, et chaque fois qu'on posait une question à dimension pédagogique au directeur de l'institution, la réponse était, systématiquement, moi je suis le directeur, je ne m'occupe pas de pédagogie. C'est-à-dire qu'ils s'occupaient uniquement de l'histoire, et les Canadiens étaient scandalisés à entendre cela. Comment un directeur de collège ou un directeur d'école primaire puisse dire, comment il peut dire que la pédagogie ne l'intéresse pas? C'est le rôle de l'inspecteur. Et ça, c'est un des... Alors, justement, nous, par cette vision, on considère que la classe est très importante et la relation pédagogique est très importante. Et quand on cherche à travailler dans le sens d'un projet, ce qu'on appelle un projet d'établissement, c'est ça, bien, c'est un projet d'équipe, c'est un projet où
le directeur est le principal animateur et c'est un projet où on travaille dans la transparence, on travaille dans des relations tout à fait différentes de celles auxquelles nous sommes habitués. Enfin, troisième élément important, c'est de pratiquer une approche associative. Et cette approche associative, on l'a commencé par une série de séances d'écoute quand le nouveau président est arrivé, même avant qu'il soit nommé président, quand il a été nommé président délégué. Il a reçu les différentes composantes de la conseillère éducative. On a écouté les gens, on a tout enregistré, on a réécouté, on a fait des rapports à partir de ce qui a été dit, etc. C'était une première. Puis on a fait encore une deuxième. Avant de commencer à travailler sur la vision, on a fait une série de rencontres régionales. On a traversé les 16, à l'époque elles étaient encore 16 régions du royaume, et on a discuté d'une manière institutionnelle, mais pas d'une manière officielle, c'est-à-dire qu'on a reçu, c'est nous qui avons choisi les enseignants, les inspecteurs, les directeurs, les doyens, les directeurs d'université, les présidents d'université, etc. On s'est réunis dans des endroits neutres. On n'a pas voulu se réunir ni chez le ministre de l'Éducation, ni chez le ministre de l'Intérieur. On a cherché des endroits plus ou moins neutres pour laisser les gens à leur aise et parler librement. C'était notre souci, que les gens puissent dire ce qu'ils veulent dire. Et là encore, on a enregistré tout, on a tout filmé, on a réécouté, on a fait des rapports à propos de ça, et on a donné ces rapports aux différentes commissions qui constituent le Conseil, et ils ont travaillé sur ces rapports pour en tenir compte au niveau de l'évaluation et de la vision. Quatrième élément important, c'est le suivi et la veille. On s'est dit que l'une des raisons de l'échec, si on peut parler d'échec de la charte, c'est qu'il n'y a pas eu d'éléments institutionnels au niveau du suivi de la charte. On n'a pas eu des évaluations périodiques, on n'a pas vu à chaque moment ce qui se passait. Bon, il y a eu comme je vous ai dit, il y a eu essentiellement 2 temps d'évaluation, mais ce n'était pas suffisant, c'était 2005 avec le rapport et 2008. Enfin, une dernière caractéristique au niveau méthodologique, c'est que la vision doit être une vision progressive. On n'a pas une baguette de magicien, on ne va pas changer les choses du jour au lendemain. On va faire les choses d'une manière progressive, mais de manière sûre, et en fonction évidemment des moyens. On va certainement discuter de la question du financement, mais on se dit, quand on a commencé à travailler sur la vision, on ne s'est pas posé la question du financement. C'est-à-dire, on va travailler sur notre vision de la réforme. Comment on peut faire du système éducatif marocain un système éducatif convenable, plus que convenable, honorable, et comment on peut y arriver. Évidemment, on n'a pas été non plus utopique, c'est pas ni la Suède ni notre pays, mais on s'est dit, qu'il y a un minimum pour qu'on soit dans une situation de système éducatif efficace. Mais évidemment, il y a la flexibilité, il y a l'ouverture et il y a surtout la progression. Quels sont les grands choix stratégiques de la réforme? Vous avez le temps de m'entendre jusqu'au bout? Bon, alors, donc, on a comme le premier grand choix, comme je vous ai dit, c'est la réalisation de l'école de l'équité et de l'égalité des chances. Pour cela, vous allez avoir la vision entre là. En tout cas, j'ai prévu de vous distribuer à la fin de cette séance un résumé pour que vous ayez une idée sur la vision. Il y a 8 leviers et 40 dispositions pour réaliser cette école de l'équité. Alors, la première, je ne vais pas vous citer tout évidemment, mais quelques éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est de faire du préscolaire un cycle obligatoire. Parce que si il y a inégalité en ce moment, c'est que certains enfants marocains entrent à l'école à 3 ans, à 4 ans, et d'autres entrent à 6 ans, à 7 ans. Et donc là, et en plus, ceux qui arrivent au cours préparatoire, c'est-à-dire à l'école primaire, certains ont derrière eux déjà
2 à 3 ans de sociabilisation, d'apprentissage, de manipulation, de couleurs, de formes, et même parfois de l'alphabet. Et d'autres viennent de la maison, encore vierges en quelque sorte, sans aucune idée de ce qu'on peut, ce qu'on appelle. Et là, ça fait déjà au départ une discrimination irrattrapable. Impossible de rattraper. C'est pour ça qu'on va dire la première condition, sine qua non, c'est que l'enseignement préscolaire soit obligatoire, devient obligatoire. Cette mesure était prévue par la charte à l'horizon 2004. Malheureusement, elle est loin d'être appliquée, mais là, on la pose comme là, c'est pour la vision, on a des garanties en quelque sorte. Et on espère que cela aboutira parce que, bon, on a la garantie d'abord de Sa Majesté qui a pris en charge lui-même la charte, et puis le gouvernement qui s'attelle à sa mise en valeur, et juste à titre de différence, je tiens à marquer les différences par rapport à la charte. Là, on est en train, en ce moment même, en train de faire la tournée régionale, une deuxième tournée régionale pour expliquer la vision. Et nous avons tenu à ce que, avec nous, fasse cette tournée des représentants des différents ministères. C'est-à-dire que dans chaque journée de présentation de la vision, il y a 3 exposés des membres du Conseil et il y a 3 exposés, l'un du ministre ou du ministère de l'Éducation nationale, l'autre du ministère de l'Enseignement supérieur et le 3e de la formation professionnelle. C'était une façon de montrer publiquement à tout le monde que l'exécutif s'engage aux côtés du Conseil. Et c'est très important. Donc ça c'était, parce que comme on dit, je ne sais pas si c'est un hadith ou on a eu déjà le grand désespoir avec la charte, dans laquelle tout le monde a, lorsqu'on a la charte, si la charte, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais si la charte était appliquée, ça aurait été merveilleux. La charte était prévue, sa mise en œuvre était prévue entre 2000 et 2010. On a perdu 10 ans parce que, bon, il y a eu beaucoup de caprices, d'abord de certains ministres, d'une part, d'autre part, bon, les moyens n'ont pas suivi. Certaines dispositions peut-être de la charte étaient utopiques peut-être, et donc c'est ce qui explique en partie. Deuxième élément important au niveau de l'équité, c'est une discrimination positive pour le monde rural. C'est-à-dire qu'on constate qu'il y a un écart énorme entre l'urbain, le périurbain et le rural, et cet écart ne peut être comblé que si on pratique une discrimination positive, et ça a été décidé dans ce sens. Troisième élément important pour l'équité, c'est on ne parle pas de discrimination positive dans ce cas-là, mais surtout mettre tout pour réduire les problèmes que rencontrent les handicapés. Nous avons au Maroc quelque chose comme plus de 3 millions d'handicapés. Je ne sais pas combien de scolarisés. 10% de la population. 10%, quand même. 10%, et dans ces 10%, évidemment, il y a les élèves et les enfants. Et donc, on essaie, ça c'est une mesure importante, qu'on soit équitable aussi vis-à-vis des handicapés, quelle que soit la nature de cet handicap. Quatrième élément important, c'est de considérer l'enseignement comme un enseignement intégré. C'est-à-dire que quand on généralise, il y a une intégration au niveau de tous les niveaux d'enseignement et au niveau de l'équité encore, et surtout que cette généralisation soit de qualité. C'est-à-dire que la qualité au service de l'équité. Autre élément important, c'est la participation de l'enseignement privé. L'enseignement privé, comme je vous ai dit maintenant, malheureusement, on ne peut pas ne pas le constater, est source d'inégalité. Bien, comment faire pour que l'enseignement privé soit un véritable associé et soit associé même à cette équité qu'on cherche.
Et là encore, on peut en discuter, parce que c'est en imaginant d'autres types d'enseignement privé, en imaginant des choses qui existent par ailleurs d'ailleurs, des écoles privées, un système d'écoles privées contractuelles, etc., qui ouvrent l'assiette et qui élargissent l'assiette et qui s'ouvrent aux catégories défavorisées ou démunies. Évidemment, un autre élément important, c'est de s'intéresser à l'infrastructure, développer l'infrastructure, améliorer l'infrastructure. Et là, il n'y a pas que l'éducation nationale ou l'enseignement supérieur, il y a évidemment les autres ministères concernés pour tout ce qui est de l'infrastructure. On parle souvent de l'école à la campagne où il n'y a pas de sanitaire ou ceci, cela. Bon, c'est important évidemment que il y a eu un effort au niveau du plan d'urgence, il y a eu un effort dans ce sens, mais il y a encore beaucoup à faire. Enfin, dernier élément, c'est comment faire pour retenir les gens à l'école. Là, parce que vous savez qu'il y a quelque chose comme 400 000 départs tous les ans. Et comment faire pour retenir les enfants à l'école, pour éviter les déperditions et pour éviter aussi les redoublements qui coûtent très cher et qui, finalement, les redoublements aboutissent également aux déperditions. Deuxième pilier important, c'est comment réaliser la qualité pour tous. D'abord, le premier élément important, c'est comment réaliser une structure homogène et solidaire. Parce que là, jusqu'à maintenant, on est dans la dispersion. Vous savez, on a plusieurs types d'enseignants. Les fameux 4 principes de l'indépendance sont loin d'être réalisés, notamment la question de l'unicité. L'unicité n'est pas l'uniformité, mais qu'il y ait un système homogène et un système ouvert, souple, flexible et surtout équitable, là encore, au niveau des débouchés. C'est-à-dire que nous avons des systèmes d'enseignement actuellement qui peuvent déboucher sur la possibilité d'intégration dans le monde du travail, etc. Mais vous avez des systèmes qui débouchent systématiquement sur rien, sur la non-inclusion, qui sont exclusives, etc. Par exemple, je ne sais pas, le système de l'enseignement traditionnel, Talim al-Atiq, bon, évidemment, il ne peut pas former. Heureusement qu'on forme que le nombre de lauréats est illimité, mais si on devait former des milliers de cet enseignement, ça aboutirait au chômage. Et également, dans la charte, on prévoit le passage flexible de l'enseignement général à l'enseignement professionnel, c'est-à-dire faire de telle sorte que l'école et l'université soient réellement dans la vie et que les gens puissent partir et revenir sans problème. Parce que là, on n'a pas cette possibilité et ça crée beaucoup de frustration et de problèmes qu'on peut dépasser, en fait. Et c'est même dans l'intérêt de l'école, dans l'intérêt de l'université, qu'elle soit dans la cité, qu'elle soit réellement partie prenante de la cité, et non pas excentrée, pas seulement physiquement, mais même au niveau des cursus, mais au niveau de son activité. Deuxième élément important, c'est le modèle pédagogique. Le modèle pédagogique, il y a une nouvelle ingénierie pédagogique, d'abord au niveau des fonctions et des rôles de l'école, à rediscuter, à quoi sert l'école finalement. Deuxième élément, les méthodes pédagogiques elles-mêmes. Les méthodes pédagogiques évoluent à un rythme très rapide, notamment avec maintenant l'intégration dans d'autres pays, pas chez nous, pas encore, mais dans l'intégration des technologies éducatives, ce qu'on appelle les technologies éducatives, c'est-à-dire les TIC dans l'éducation. Et ça va révolutionner tout. Ça va révolutionner les curricula eux-mêmes, ça va révolutionner la relation pédagogique, parce que auparavant, vous le savez tous, il y a beaucoup d'enseignants parmi vous, l'enseignant était la source unique du savoir. Quand il rentrait en classe, on attendait de lui tout. C'est lui qui donne le cours, qui transmet le savoir, et sa parole était presque une parole sacrée. Ce que disait le professeur était indiscutable. Maintenant, cette situation a bien évolué, cette situation a changé. D'abord, le professeur n'est plus la source unique du savoir. Maintenant, les enfants peuvent même aller rechercher l'information, la trouver facilement, télécharger un livre, télécharger un article, etc. Ça, c'est considérable. On ne peut pas l'ignorer parce que
Ça, c'est un changement profond, radical de la relation pédagogique. Révisons également des programmes et des différents types de formations. Et moi, je suis de ceux qui défendent un changement radical là encore, par exemple, et des changements qui sont stéréotypés, qu'on va scléroser même. La dichotomie lettres-sciences, par exemple, c'est une dichotomie qui a été sclérosée, déformée, etc., au point que les lettres sont devenues un dépotoir, les sciences sont magnifiées, etc. Bon. Alors que dans d'autres pays, c'est tout à fait différent. On ne peut pas se passer de sciences comme on ne peut pas se passer de lettres dans la formation d'un citoyen, dans la formation d'un apprenant. Donc les sciences, les lettres, les sciences humaines, les sciences sociales, tout cela, c'est important dans une formation à côté, même pour quelqu'un qui se spécialise dans les sciences exactes ou dans les sciences de l'ingénieur ou dans la médecine, etc. Donc tout cela maintenant, dans le monde, ça bouillonne. Tout cela, on réfléchit, on fait des choses. Et il ne faut pas que nous, on reste toujours passifs, en train de consommer ce qui vient de l'extérieur. Alors qu'on aura la possibilité de réfléchir par nous-mêmes, de faire des choses par nous-mêmes. Juste une petite anecdote entre parenthèses. En 2011, il y a eu les évaluations de la lecture et des mathématiques par des évaluateurs internationaux comme Teams, Pulse, etc. Et les résultats du bac n'étaient pas très joyeux. On était parmi les derniers. On est arrivé à la conclusion que, par exemple, un élève de 4e année primaire ne comprenait rien quand il lisait. Il pouvait à peine déchiffrer, mais il ne comprenait rien du tout. Après 4 ans de scolarité. Ils peuvent faire un calcul mental, ils peuvent faire une opération, etc. On nous a donné ces résultats, et la réaction des ministères, c'est de dire ce sont des évaluations importées, on n'a pas tenu compte de nos spécificités, etc. Subhanallah, ça concerne 70 pays, et aucun pays n'a dit ça. L'Allemagne, quand l'Allemagne a appris qu'elle est au-dessous de la moyenne européenne, c'était une révolution. C'est comme si tout le pays avait reçu une gifle. Et ils sont mis pour mobiliser, pour travailler, etc. Ils ont rattrapé le retard en 2 ans. Les Allemands, ils ont rattrapé le retard en 2 ans. En France, c'est la même chose, il y a eu des résultats. Mais nous, on a considéré que ça ne concernait pas parce que ça venait de l'étranger. Et donc, alors que le ministère avait accepté de jouer le jeu, avait accepté de laisser passer les tests à des élèves de l'école publique, etc. Et donc, c'est en regard des résultats qu'on a considéré que c'était de l'importation. Donc, je vais aller rapidement parce que là, pas être trop lourd. Alors, je vais arriver rapidement à la question de la langue. Oui. Parce que je crois que la question de la langue intéresse particulièrement pour les Marocains, en fait. Moi, ce que je vais vous présenter là, ce n'était pas ma conviction première, personnellement. Parce que je suis linguiste et j'ai publié pas mal concernant ces choses-là. Et ce n'est pas de s'échoquer, me connaît aussi dans ce sens. Et ce n'est pas tout à fait ma position. Mais je la défends, d'abord parce que c'est la position du Conseil maintenant, j'y souscris. Et parce que, surtout parce qu'il y a 2 choses différentes. À mon avis, il y a 2 choses différentes. Il y a la langue dans la société. Je considère que le problème de la langue dans la société marocaine actuellement est un problème crucial et que nous sommes dans une situation, nous ne sommes pas les seuls, nous sommes les 3 pays du Maghreb, dans une situation pathologique. Et on peut discuter de cela, on peut même organiser une conférence pour cela, parce que c'est important, très important. C'est une situation pathologique qu'on ne réglera qu'avec une volonté politique sérieuse, avec une mobilisation de la société et avec une prise de conscience de l'importance de la langue dans une société. Ne serait-ce qu'en comparant avec d'autres pays, y compris des pays qu'on ne veut pas toujours citer, ça nous fait mal au cœur de les citer, mais moi je cite Israël par exemple, ce pays artificiel qui a été créé dans les conditions que vous connaissez, bien, il a fait un effort dans ce sens, et peut-être à cause de cela, il a fait un effort pour sa langue, il a ressuscité une langue morte. C'est simple.
ressusciter une langue morte. Bon, donc ça c'est la question de la langue dans la société. Maintenant, le deuxième point, c'est la question de la langue dans le système éducatif. Dans le système éducatif. Ça pose un problème sérieux, différent. Ça pose un problème d'abord d'équité, encore une fois. Parce que l'enfant que la famille inscrit à l'école privée, d'abord il y a un phénomène curieux à l'école privée, c'est qu'en maternelle, je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas à Casablanca, et on me l'a confirmé par ailleurs, les puéricultrices ou éducatrices ont les instructions de ne pas parler en arabe avec les enfants. Vous amenez votre enfant à l'école à 3 ans. À 3 ans, il n'a peut-être jamais entendu ou vaguement entendu le français. Il arrive à l'école, les éducatrices ne lui parlent pas en arabe, ils parlent en français, systématiquement. Quand ils commencent le français, bon, ils sont supposés pouvoir parler en français. Mais là encore, c'est un grand point d'interrogation. Mais disons, mais ils ont ces instructions-là. Hein. Je vais vérifier dans plusieurs écoles. Hein? En tout cas, je ne sais pas s'il y a des écoles qui imposent l'arabe. Mais en tout cas, dans ce qu'on peut dire, ce qu'on peut appeler les grandes écoles, c'est-à-dire les écoles qui ont une infrastructure, qui ont les moyens, etc., imposent le français, bon, systématiquement. Peu importe, c'est pas ça le problème. La question, c'est que, encore une fois, vous avez quelque chose comme 800 000 enfants, ou apprenants, disons, entre enfants, adolescents, etc., qui sont dans les écoles privées, qui ont eu la chance, dans le système actuel, où la langue française, après 60 ans d'indépendance, est encore la première langue à tous les niveaux, et notamment au niveau de l'entreprise, et vous avez le reste, 7 200 000 enfants marocains qui n'ont pas ce privilège. Alors déjà, il y a une discrimination automatique. Bon. Alors, quand on a discuté cela en long et en large, au Conseil, ça a pris vraiment plusieurs semaines de discussion. On s'était dit que l'urgence pour nous, c'est d'abord de donner à ces 7 millions d'enfants la possibilité aussi d'apprendre le français. Pourquoi on fait ces discriminations? Parce qu'il y a un problème de langue, effectivement, mais l'urgent, c'est que ces enfants aient aussi la même possibilité, qu'ils ne soient pas pénalisés tout au long de leur scolarité parce qu'ils n'ont pas appris la langue française. Donc, on s'était dit, comme on dit, on va préconiser que la langue française revienne au CP, au moins, et qu'au niveau du préscolaire, qu'il y ait une initiation, qu'on reçoive les enfants dans leur langue maternelle, c'est-à-dire que les éducatrices leur parlent soit en dialectal, soit en amazigh, mais au niveau notamment de la dernière année de la maternelle, on les sensibilise à la langue arabe écrite, je ne dis pas classique, ça n'a pas de sens classique, mais qu'on est écrite, et à Fusha, et à langue française. Voilà. Comme ça, au cours du primaire, petit à petit. Bon, ça dépend de beaucoup de choses, beaucoup de moyens, notamment humains d'ailleurs. Mais c'était une décision dure à prendre, mais on l'a prise dans ce sens. Donc, réaliser l'équité et l'égalité des chances dans l'apprentissage des langues. Présence des 2 langues nationales et officielles, c'est-à-dire la langue arabe et la langue amazigh. Et troisième élément, introduire progressivement un plurilinguisme au lieu d'un bilinguisme. Parce que ce qui domine actuellement, c'est le bilinguisme. Et là encore, c'est pathologique parce qu'il n'est pas normal, même dans le sens de l'ouverture, ce n'est pas normal que l'anglais soit si faible au Maroc. On parle d'ouverture alors que la première langue du monde, 98% des Marocains ne la connaissent pas. Alors on veut pardon 98. 98. Bon,
En fait, la situation de la langue anglaise est très faible au Maroc. Non, on me dit pas ça. Bon, donc on s'était dit, il faut absolument que sur ces 15 années de réflexion stratégique, de mise en œuvre de la stratégie, on passe progressivement du bilinguisme vers un plurilinguisme, en introduisant l'anglais à partir de la première année du collège, première étape, à court terme, et à moyen terme, à partir de la 4e année primaire. Là, la 3e. فوقاش قلت لهم حتى السنه الثاني là actuellement enfin ma génération a commencé à apprendre l'anglais en première année du lycée, à la première année du lycée, 4e année secondaire à l'époque. Voilà, donc voilà, ça c'est un changement capital, passer du bilinguisme vers le plurilinguisme en avançant l'apprentissage de l'anglais. Deux objectifs structurants, si vous voulez. D'abord, faire de telle sorte que les bacheliers connaissent bien la langue arabe, puissent communiquer en amazigh, il y a des nuances, et qu'ils soient en mesure de parler de langue étrangère. Donc c'est ça le challenge. Oui. Pas facile. Et on a introduit, voilà, vous avez ce tableau des fonctions de. C'est un rêve réalisable. Pas hors portée. Oui. Il faut des ressources humaines, il faut les moyens, il faut intégrer les nouvelles technologies d'une manière sérieuse, parce qu'ils vont beaucoup aider. Les nouvelles technologies vont beaucoup aider pour l'apprentissage des langues. لا العربية الأولى. On va regarder de près les fonctions. C'est-à-dire que, bon, la première langue, c'est l'arabe, donc comme langue obligatoire enseignée. C'est la langue d'enseignement de toutes les matières dans l'enseignement scolaire. Alors que l'amazigh, c'est la langue, c'est une langue enseignée, pas une langue d'enseignement. C'est une langue enseignée. Le français revient comme langue d'enseignement dans certaines parties des curricula. مجزوءات, on va appeler ça مضامين المجزوءات. لكن لا مجزوءات. لا c'est courant. مجزوءات جزء. Bon, ensuite vous avez l'anglais comme langue officielle, comme langue obligatoire à partir de la première année du collège dans un premier temps, et à partir de la 4e année primaire à moyen terme, et comme langue d'enseignement à moyen terme dans certaines parties ou certains modules au lycée. Comme langue d'enseignement, ça c'est la nouveauté. C'est-à-dire que, bon, évidemment, là encore, c'est une question de moyens, une question de... Alors là, on avait une conférence récemment avec Zapatero qui était très mécontent. Il a dit, vous avez mis l'espagnol comme dernière langue, parmi les langues. Oui, je sais. Oui. C'est-à-dire que... Hein? Pour le système classique, il y avait l'espagnol et l'anglais. Et l'anglais? Oui, l'anglais c'était obligatoire. Ah, la deuxième langue. C'était obligatoire. Mais comme langue de choix, il y avait l'allemand et l'espagnol. C'est ce qui va arriver. Ça va être l'espagnol, l'allemand, le russe, peut-être l'italien, au choix. Le chinois, d'accord, ça c'est d'accord. Je savais que la langue c'est toujours... Bon, autre élément. Je ne sais pas si je continue ou le débat. On voit ça dans le débat. Bien,
Si vous voulez, la présentation est encore longue concernant les différentes. Je vais passer au début du débat. J'introduirai un certain nombre d'éléments que vous voulez. Donc Alors je voudrais remercier. je vous remercie pour votre attention. C'est assez dur à. Je voudrais remercier le professeur Semele de cet exposé très pratique. Nous avons appris beaucoup de choses et je crois qu'il y a beaucoup de questions qui nous interpellent, etc. Et on ouvre le débat, c'est mieux. Et comme ça, il apportera aussi des réponses.